Voilà, vous avez dû avoir le message d'enregistrement. Je vais partager mon écran. Là aussi, logiquement, bon, a priori, les tests étaient concluants, mais si jamais vous rencontrez des difficultés, je vous laisse revenir vers moi et on entame ce webinaire. Donc, bienvenue. La thématique qui nous occupe aujourd'hui sur ces rencontres, vous avez certainement vu le programme, il est riche, il est dense, il est très intéressant. Moi-même, je pense que je vais regarder par la suite, notamment ce que fait OpenStreetMap sur son intervention. Ça paraît très intéressant, mais pour l'instant, donc sensibiliser en interne donc sur le sujet du digital responsable et comment est-ce qu'on peut allier le fond et la forme. C'est ce que je vous propose là en 45 minutes. Voilà. Alors d'abord, qui suis-je ? C'est important, je pense que vous sachiez pourquoi c'est moi et d'où je viens et qui j'incarne en fait. Donc je suis Marie-Jeanne Lecastrec, je travaille à l'ADEME, Direction régionale de Nouvelle-Aquitaine. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Et donc, je suis en charge de la communication, de la formation, et je suis aussi en charge du numérique responsable avec une approche qui n'est pas éco-conception, qui n'est pas estimation des gaz à effet de serre justement, mais qui est en coordination avec mes collègues ingénieurs sur ces thématiques spécifiques. Éco-conception, donc plutôt une approche, par exemple, de déchets électroniques, une approche d'éco-conception justement de produits, et puis ou bien une approche de serveur, une approche de consommation énergétique, là où mes collègues ingénieurs sont plus compétents que moi sur ces thématiques, mais qui ont besoin de passerelles avec le numérique responsable tel qu'on l'applique, tel qu'on le véhicule, tel qu'on le promeut au sein d'entreprises ou au sein d'organisations, notamment sur tout ce qui est entreprise, notamment de services, puisque c'est là que les usages sont les plus répandus, les plus courants et les plus omniprésents et qui se développent. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, voilà, je regarde s'il n'y a pas de questions. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous interroger, peut-être est-ce déjà fait, mais sur votre état d'esprit en fait à l'approche de ce sujet, de ce séminaire et de vos motivations en fait pour participer. Donc sujet numérique responsable et puis comment sensibiliser en interne. C'est votre état d'esprit par rapport à ce sujet, est-ce que vous venez finalement en touriste, ou en tout cas pour voir de quoi il en retourne et puis essayer de voir quels sont les beaux paysages que vous pouvez éventuellement garder en souvenir pour plus tard ou pour revenir sur le sujet. En explorateur, peut-être que vous êtes missionné ou que vous êtes auto-missionné sur la thématique et que cela vous intéresse, mais vous souhaitez explorer le sujet dans un premier temps avec une approche un peu spécifique. Est-ce que vous êtes prisonnier? Est-ce que vous êtes là par défaut parce que quelqu'un vous a lourdement incité à participer et que du coup, il faut bien commencer par quelque chose, mais plutôt une approche un peu réticente? Ou bien est-ce que vous êtes déjà très engagé, vous avez déjà mené beaucoup de projets en interne de votre côté? Est-ce que vous avez déjà exploré beaucoup de choses et que vous êtes prêt à collaborer, à nouer des partenariats? Donc en fonction de ce profil-là, peut-être que vous allez appréhender mon contenu, le contenu que je vous propose aujourd'hui, qui ne sera pas du tout exhaustif sur le numérique responsable, parce que là, il y en a, l'objet des rencontres est de relativement exhaustif, ou en tout cas d'apporter un gros panel. Je vais me concentrer sur des petites touches, des échantillons aujourd'hui. Ma vocation, c'est d'être inspirant. Alors justement, où est-ce qu'on va ensemble? Vous présentez mes objectifs au fur et à mesure. Vous En tout cas, appréhendez vos objectifs, puisqu'aujourd'hui, je n'avais pas de retour, de retour sur les attentes. Il n'y a pas de questionnaire en amont, donc il y a tout ça en fait qu'il faut prendre en compte. Et puis proposer à la fois, alors vous allez voir, ça va être un jeu de miroir, mais comment sensibiliser en interne? Moi, je vais essayer de vous sensibiliser vous en externe, en vous donnant peut-être, en alliant le fond et la forme aussi, en proposant en tout cas des choses qui peuvent vous inspirer, qui peuvent être prises, ou en tout cas des modèles qui
qui peuvent être pris. Donc, typiquement, un vrai, un faux, ça peut être aussi un oui, ça peut être un autre chose. Et une des consignes que j'avais, ou en tout cas un des accords que j'avais avec les organisateurs, c'est de ne pas parler d'impact. Donc, ne parlons pas d'impact, mais parlons de quoi dans ce cas? Les bonnes pratiques individuelles qui nous guident en fait dans un premier temps, c'est le b.a.-ba, vers des réflexes métiers. Alors, en fonction des métiers, on va voir de quoi il s'agit. Comment est-ce qu'on fait face à des frictions numériques? Bon, là, il y a un certain nombre d'outils aussi. Puis comment est-ce qu'on travaille ensemble? Puisqu'en interne, on ne travaille jamais tout seul et on n'est pas toujours omnipotent. On n'a pas la liberté de tous les choix, typiquement sur les achats, par exemple. Et puis, comment est-ce qu'on sensibilise sur les impacts, mine de rien? Comment est-ce qu'on maîtrise nos outils? Et puis, comment est-ce qu'on va plus loin? Donc voilà, globalement, ce que je vous propose aujourd'hui. Mon objectif, c'est de vous passer un message et de vous transmettre des clés. Donc, c'est pour ça que, et puis sensibiliser en interne, ça commence par là aussi. Donc, c'est pour ça que pour les communicants que vous représentez, peut-être vous connaissez très très bien ce schéma. Mais aujourd'hui, donc je suis l'émetteur, vous savez qui je suis, je me suis présentée, il y a un récepteur qui est, bon, aujourd'hui c'est vous, mais ça peut être l'équipe en interne, et puis il y a toutes ces choses-là autour et qui sont intéressantes. Effectivement, le canal du message, puisqu'on va parler de le faire en cohérence, de transmettre et de sensibiliser au numérique responsable en utilisant des canaux, des supports de messages en cohérence. Donc, justement, se baser un petit peu sur tout ce qui est référent, message, canal, les bruits qu'il y a, les codes, les décodages, et puis les retours qu'on obtient, dont on parlera à la fin aussi, puisque vos retours sont les bienvenus. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous transmettre des choses, ou en tout cas d'avoir un certain discours sur ce support-là, qui est aujourd'hui un webinaire dans le cadre des rencontres du numérique, avec un support, voilà, et puis des sources, des informations, voilà, des liens, des visuels, du texte aussi, ma parole, certainement peut-être aussi voilà, l'enregistrement, le support qui sera proposé. Donc tout ça va faire un effet de miroir que j'espère vous emmènera ou vous apportera des clés pour poursuivre de votre côté en interne. Alors, ne parlons pas d'impact, c'est pas facile de ne pas parler d'impact. On est très très vite tenté, lorsqu'on veut sensibiliser, d'apporter des sources chiffrées à notre discours. Et en réalité, commencer par là n'est pas toujours la bonne option, parce que finalement, les volumes sont tellement grands que l'impact est tellement considérable, et il bouge, il évolue tellement vite, il augmente aussi tellement vite de façon exponentielle. On dit qu'aujourd'hui, la pollution numérique est équivalente à la pollution du transport aérien et du transport routier réunis. Malgré ça, il y a une prise de conscience qui émerge, mais qui va moins vite que la pollution elle-même et que les usages. Il y a un confort, il y a une praticité, il y a une révolution numérique dont on parle aujourd'hui. Après, c'est comment est-ce qu'on poursuit? Donc, Internet au niveau mondial, voilà, c'est 67 millions de serveurs. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est le dernier chiffre, 180 millions de recherches Google en 1 heure et 8 à 10 milliards de mails échangés. Donc moi, je n'aime pas trop parler d'impact, puisque finalement, ça ne nous parle pas au quotidien. On ne sait pas, quand on allume la lumière, c'est équivalent tonnes CO2, on ne sait pas. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On le sait sur nos voitures, mais on le sait finalement sur très peu de choses du reste. Ça va émerger. Alors, je fais une petite aparté sur l'habillement notamment et sur l'alimentaire, mais c'est encore balbutiant. Alors, pourquoi sur le numérique davantage? Alors qu'on connaît les volumes et qu'on sait que finalement, un petit peu de sobriété dans les usages, c'est à la fois réduire son impact environnemental, mais c'est aussi peut-être gagner en sérénité. Ça, c'est quelque chose que je trouve important, notamment dans la communication, et c'est aussi ce qu'ont très très bien compris les professionnels du numérique, globalement parlant, c'est que dès l'instant où on apporte un petit peu d'ergonomie, un petit peu de confort supplémentaire, où on apporte un petit peu de recul, finalement d'intérêt, d'inspiration, c'est là qu'on trouve le sujet. Donc voilà, j'invite, en tout cas, à ne pas parler d'impact équivalent CO2. Alors, il y a des rapports qui sont très très bien faits, on y reviendra, mais pas commencer par là, peut-être commencer assez pratique. En interne, et voilà, en général, j'essaie d'appliquer en interne et pour moi-même, dans un premier temps, les principes qui sont évoqués, qui sont véhiculés par l'ADEME et qui sont préconisés, de façon à se rendre compte que ce n'est pas forcément très facile, que ce n'est pas forcément évident. Voilà. Et
sur les mails, réduire de 10%, ne serait-ce que ça, c'est très compliqué. Donc voilà, une petite sensibilisation sur les volumes plutôt que sur l'impact. Parce qu'il y a une notion de stress aussi quand on reçoit beaucoup de mails. Et du coup, peut-être simplement partir. Alors, il y en a beaucoup sur Green IT ou Green It, selon comment vous l'appelez, des notions. Il y en a aussi sur le site de l'ADEME, qui fait ADEME Communication éco-responsable. Vous trouvez tout un chapitre sur le numérique. Proposer un vrai ou faux de temps en temps, parce que l'objectif, ce n'est pas d'assommer d'un coup son équipe en interne et de se dire bon, bah, attention, l'impact du numérique, il faut tout arrêter, c'est considérable, j'ai participé aux rencontres du numérique et voilà. Non, ce n'est pas évident. Et puis, bon, communiquer d'un coup, hein, vous le savez très certainement, mais communiquer massivement une fois sans avoir un certain rythme, finalement, c'est moins suivi d'effet qu'un petit peu de temps en temps. La répétition est souvent bénéfique. Donc, vrai ou faux, le numérique a moins d'impact environnemental que le papier. Je vous laisse réfléchir 2 petites minutes, reprendre votre souffle, reprendre le mien. Le numérique a moins d'impact environnemental que le papier. Eh bien, un peu comme tout, mais ce n'est pas forcément des réponses de dire que ça dépend. Non, mais c'est globalement faux. Ce n'est pas les mêmes impacts en fait. Le numérique n'est pas immatériel. Alors on sait, bon, il y a les serveurs d'un côté, il y a toutes les infrastructures de connexion, il y a nos terminaux, que ce soit les téléphones, excusez le téléphone justement, le téléphone fixe qui sonne. Donc il y a les serveurs, les terminaux, et puis tout ce qu'on peut. Alors là, c'est voilà, mon téléphone. Mais tout ça a un impact et ce n'est pas la même extraction de ressources, ce n'est pas la même transformation en composants électroniques, mais qui représente malgré tout une ressource et un impact sur l'environnement. Et les pollutions s'y associent à la fin de vie, puisque pour l'instant, on recycle, mais on ne recycle pas tout, loin de là. On estime qu'il y a environ 60 appareils qui dorment dans les tiroirs chez les gens. Alors, donc, je dis 60, non, pardon, 6, c'est déjà pas mal. Mais voilà, le numérique a moins d'impact environnemental que le papier, c'est juste un changement d'impact. Autre question. La dématérialisation permet de réduire les consommations de papier. Je vous laisse quelques instants. Eh bien, ce n'est pas systématique. On aurait tendance à penser que oui, et il y a encore quelques temps, on encourageait effectivement à développer finalement une dématérialisation plutôt qu'un envoi papier. En fait, c'est une question de volume et de transfert de pollution. Là aussi, les impacts du papier et les impacts des octets sont différents. Donc, un support n'est pas systématiquement moins impactant que l'autre. Ce n'est pas les mêmes impacts, c'est tout. Ce n'est pas les mêmes localisations des impacts non plus. Et c'est rapporté à l'usage. C'est vrai qu'une feuille de papier, on l'utilise une fois en général. Finalement, voilà, il en faut une autre. Des supports numériques sont plus impactants selon l'usage qu'on en fait. Alors, on va y retourner sur les choix, l'allongement de la durée de vie, la sobriété, là, en termes de nombre d'équipements aussi. Le commerce en ligne permet d'économiser de l'énergie et de réduire l'empreinte carbone. Le commerce en ligne permet d'économiser de l'énergie et de réduire l'empreinte carbone. Alors, j'ai trouvé cette question intéressante, ou ce chiffre intéressant, d'une part parce que le commerce en ligne nous concerne relativement tous. Je connais très très peu de personnes qui finalement n'ont pas recours au commerce en ligne. Ma grand-mère, mais c'est pas représentatif, je pense, de nous tous. Et avec le confinement, avec les différentes périodes de restrictions Covid, que ce soit géographique ou autre, que ce soit aussi en milieu rural, par exemple, où le télétravail s'est développé. Voilà, il y a eu un changement ou un surchangement finalement des pratiques, ou une augmentation, une accélération des pratiques liées à ça. Donc, c'est voir justement, puis c'est un bon outil là, de sensibilisation. Peut-être qui sort un petit peu du contexte du travail, mais qui permet de mettre un petit pied justement dans la sensibilisation du numérique.
Alors c'est vrai, le commerce en ligne permet d'économiser de l'énergie, de réduire l'empreinte carbone, heu, puisque ça permet d'éviter des déplacements, surtout en milieu rural. Alors c'est, à relativiser aussi puisque l'impact environnemental est globalement dégradé par un processus logistique, surtout lorsqu'on demande des livraisons rapides. Donc je pense notamment à tout ce qui est, commande en ligne de repas, par exemple. On se rend compte que, maintenant les petites villes sont de plus en plus concernées et cetera. Donc c'est de voir comment tout ça va évoluer avec la société. Mais ça reste intéressant à étudier et effectivement, c'est à commande égale. Peut-être que si c'est moins accessible, on commande moins, alors qu'en ligne aujourd'hui tout est accessible. Donc est-ce qu'on consomme plus? Ça va être un fil conducteur, hein, dans mon intervention, c'est cette sobriété-là, cette connaissance à la fois de ses besoins, besoins numériques, mais aussi, besoins tout court, en termes de consommation. Donc voilà, dans la mesure du possible, privilégier les points relais et les délais de livraison standards. Voilà, nous sommes 18 participants. Vous voyez peut-être la fenêtre qui, voilà, je regarde s'il y a des discussions, si on fera un petit point, je pense, à la fin. Si vous avez des questions, si vous souhaitez, d'autres choses, n'hésitez pas, en tout cas, à intervenir dans la discussion. Les data centers sont la principale source d'impact du digital. Les data centers sont la principale source d'impact du digital. Ça, c'est une bonne question, je pense, parce que on délocalise souvent en fait notre impact. Non, c'est faux. En 2019, ils représentent 25% des impacts du numérique mondial, loin derrière les terminaux des utilisateurs. Donc ça, c'est nous, c'est l'ordinateur que j'utilise, que vous utilisez en ce moment même, le téléphone, la tablette, l'ordinateur personnel en plus de l'ordinateur professionnel, parfois aussi un ordinateur portable, un ordinateur fixe. Ah, voilà, ça se multiplie. Et puis les infrastructures, excusez-moi, je recommence. Les infrastructures réseau, 28%. Donc voilà, ouais, on dit un quart et 50% globalement. C'est pour ça que c'est nous qui pouvons agir, même si tout ça évolue aussi beaucoup, et que de toute façon, que ce soit nos terminaux, que ce soit nos data centers, les data centers hébergent nos données. On a aussi accès à un certain nombre d'actions possibles pour limiter cela. Alors justement, j'en viens au numérique. Comment est-ce qu'on... En général, moi, je préconise de rentrer dans le numérique, c'est par nos pratiques individuelles. On a nos pratiques professionnelles, effectivement. Alors, je parle généralement et plutôt sur une entreprise ou en tout cas une profession de service, c'est-à-dire aller au bureau et être essentiellement connecté une grande partie de la journée. Mais c'est le cas pour beaucoup d'autres professions, beaucoup d'autres secteurs. Néanmoins, voilà, ils sont moins souvent, moins longtemps connectés en termes de volume horaire et d'usage. Donc, commencer par les gestes en fait éco-responsables et l'usage de logiciels, de services au-delà des terminaux. Donc là, vous avez un petit échantillon des règles, mais avant tout, j'en ai déjà plus ou moins parlé, mais c'est limiter son taux d'équipement. À titre d'exemple, à l'ADEME, il y a des volontés, alors c'est pas évident, hein, mais c'est des passerelles qui sont faites sur des chartes de bonne conduite sur le matériel informatique qui permet d'utiliser aussi son ordinateur professionnel pour son usage personnel, à condition de respecter une charte de bonne conduite qui est assez simple. Et tout ça, on va le voir aussi ensuite, c'est juste de la collaboration, de la coordination et de l'usage. Alors, il y a une question, hein. Alors, Monsieur Berger, je ne sais pas si je prononce bien ou pas. Les slides, oui, je les enverrai aux organisateurs d'Antique Pays Basque et ils les mettront en chargement ensuite. Je ne sais pas exactement comment ça va être diffusé, mais à ce moment-là, je conserverai les coordonnées et je les enverrai si nécessaire aux participants. Voilà. Parce que là, vous ne les voyez pas, mais il y a aussi des notes avec les liens, en fait, pour accéder directement à mes sources. Ce qui est intéressant si vous voulez aller un petit peu plus loin, en complément de ce que les autres intervenants pourront proposer.
Donc voilà, les bonnes pratiques individuelles, donc limiter son taux d'équipement, il y a cette passerelle-là qui est possible. À l'inverse, on peut aussi, dans le cadre de coordination et d'accord, ça c'est important, je pense, mais utiliser son outillage personnel, moyennant indemnisation. Enfin voilà, il y a toute une succession de négociations qui sont faites pour limiter, typiquement hein, sur les téléphones portables par exemple. J'ai eu un téléphone portable professionnel et un téléphone portable personnel. C'est extrêmement pénible de gérer les deux en même temps et de porter les deux tout le temps. Donc finalement, bon, on l'a vu, les téléphones ont de plus en plus de double carte SIM, de double espace carte SIM. Donc ça, c'est intéressant pour limiter l'usage aussi. Mais il y a des comportements à adopter, à la fois, comme je disais, pour l'impact environnemental et pour sa propre sérénité. Parce que je pense que si on peut glisser un peu de sérénité dans le moindre impact environnemental, finalement, bah, c'est doublement gagnant et ça joue aussi en faveur de l'environnement. Allonger la durée de vie. Allonger la durée de vie, c'est très important aussi pour les terminaux. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de l'indice de réparabilité qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, enfin qui est en cours depuis le 1er janvier 2021, et qui s'affiche de plus en plus. Alors même les sites en ligne, enfin certains sites en ligne l'affichent à la fois pour les tondeuses à gazon et les lave-linges, je crois, mais ce n'est pas tout à fait ce qui nous concerne aujourd'hui. Néanmoins, les téléphones et les ordinateurs portables sont concernés à un indice de réparabilité. Donc de 0 à 10, plus ça se rapproche de 10, plus c'est réparable. Et vous avez des critères en fait, de réparabilité de vos terminaux qui indiquent notamment à la fois si les pièces détachées sont accessibles, accessibles pour combien de temps, facilement réparables, si les outils pour les démonter et intégrer ces pièces détachées sont disponibles et combien de temps. Aussi, si les logiciels de développement, les logiciels nécessaires au fonctionnement des terminaux sont disponibles, si les mises à jour sont disponibles et longtemps et pour combien de temps, etc. Donc ça, c'est très intéressant, allonger la durée de vie et faire ces choix en fonction de l'indice de réparabilité des projets. Bien entendu, aussi, pourquoi pas acheter reconditionné. Ça se fait encore peu dans le milieu professionnel, mais ça tend à évoluer. Et puis, bien entendu, si vous n'en avez pas la possibilité, essayez dans le cadre d'accords, là aussi avec des associations, où on l'a vu parfois avec de la coopération internationale, en général en collaboration avec des associations, de pouvoir donner une seconde vie aux terminaux qu'on n'utilise plus. Forcément, si on a envisagé la réparabilité en amont, en aval, même si ce n'est pas nous, on peut toujours l'utiliser plus longuement. C'est terminé. Toujours pareil, pour limiter, ou en tout cas avoir le plus loin possible cette étape de recyclage et de mise au rebut. Réduire le nombre de mails envoyés, j'en ai déjà un petit peu parlé, puis c'est symbolique, c'est très important, mais au-delà de réduire le nombre de mails, réduire le nombre de destinataires, réduire la taille des pièces jointes, plutôt envoyer un lien plutôt qu'une pièce jointe, si c'est en interne, limiter l'affichage de sa signature, ça c'est paramétrable assez facilement. C'est toujours un petit peu de temps, mais finalement c'est assez confortable. Et sur le nombre de mails stockés dans les serveurs, dans nos machines, c'est considérable. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça. Nettoyer plus souvent le cloud et les boîtes mail, ça va avec. Et puis il y a un effet, là aussi j'en ai parlé, mais un effet sérénité en fait voilà, de partir le soir ou d'arriver le matin avec une boîte mail propre. Je dis ça propre, mais en tout cas agréable à consulter plutôt que d'avoir des centaines, voire des milliers d'emails qui sont là, qui ont soit été traités, soit n'ont plus d'intérêt, soit voilà. Et puis être plus précis dans nos recherches web, ça c'est un autre paramètre qui est intéressant, mais plus la requête est large, plus il va y avoir d'interrogations en fait, des serveurs. Et surtout, en fonction du résultat affiché, vous allez cliquer plusieurs fois pour trouver l'information que vous cherchez, alors qu'en fait, l'objectif, c'est de cliquer et donc de charger directement la solution espérée, recherchée. Voilà, parfois, elle apparaît maintenant. Un autre point qui me paraissait intéressant, nettoyer plus souvent, que j'ai oublié, ça me reviendra peut-être plus tard.
Donc voilà, commencer par les bonnes pratiques individuelles me paraît intéressant parce que nos pratiques individuelles sont à la fois personnelles sur nos boîtes personnelles, mais aussi professionnelles. Et c'est là qu'il y a un gros volume. Voilà. Ce que je voulais dire, c'était parfois plutôt que d'envoyer un mail, il est bon de décrocher son téléphone. Il est bon aussi d'utiliser, si vous l'avez, la messagerie instantanée qui permet de limiter les échanges de mails et là aussi de gagner en sérénité et puis en échange humain. Voilà, je vais revenir sur le télétravail tout à l'heure, mais il y a cette dimension-là qui est intéressante aussi à prendre. Voilà. Alors, ensuite, donc, de la partie plus pratique individuelle à des réflexes métiers, toujours dans l'optique d'inciter, de sensibiliser au numérique responsable en interne, il y a 2 approches. Donc là, je zoome à la fois sur des outils qui sont intéressants par rapport au télétravail, puisqu'on sort d'une période de télétravail assez largement répandue. Mais sur les pratiques métiers, ce qui est intéressant de voir, puisque les métiers sont tous différents, on a tous des approches différentes et des leviers d'action différentes, c'est d'avoir plutôt une approche globale. Quel est votre besoin numérique? Quelles sont les différentes étapes de conception de ce projet numérique? Alors, quand je parle projet numérique, ça peut être tout simplement un projet de communication, voilà, du mailing, une vidéo, une photo, un site internet, voilà, une page Facebook, un groupe Facebook. Il y a beaucoup de choses qu'on peut envisager. Et puis aussi, ça peut être changer un ordinateur, ça peut être selon vos fonctions. Dans votre organisme, vous avez une certaine légitimité et un certain pouvoir d'action. Donc, en fonction de ces différentes étapes-là, vous allez aussi constituer l'équipe du projet et peut-être eux auront des ressources à apporter par rapport à l'impact, ou en tout cas seront intéressés peut-être d'explorer ce champ-là sur l'impact. Et à ce moment-là, approfondir chaque thématique de conception, de la conception du message que vous voulez véhiculer à son canal, à son support, au feedback, au retour que vous souhaitez recevoir, comment vous souhaitez l'exploiter, etc. Ça rend souvent les projets plus intéressants puisqu'on se pose plus de questions. Ce qui est très intéressant aussi lorsque vous appliquez à vos propres projets ou avec votre équipe sur des projets de tous les jours, de votre quotidien au travail. Ce qui est intéressant, c'est que ça apporte une dimension complémentaire aussi au projet. Et ce qui est intéressant de faire, c'est de communiquer. Alors peut-être dans un second degré, enfin un troisième niveau d'information et d'affichage en fait, mais sur l'impact environnemental de l'action en elle-même. Alors je vais faire un parallèle justement pour arriver à être un peu plus concrète. Typiquement, si vous organisez une réunion et que vous avez dans cette réunion un cocktail, un buffet, un café ou des choses comme ça, que vous déployez tous les efforts nécessaires pour limiter l'impact environnemental de cette petite collation ou de cette restauration que vous organisez, ça peut très bien se voir comme ça peut ne pas se voir. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand même de l'afficher sous un petit panneau, ou juste dire on a développé un maximum de précautions. Voilà ce qu'on a fait comme choix. De toute façon, travailler, de toute façon, vivre, de toute façon, consommer, ça a un impact. On a essayé de le limiter au maximum. Et voici les choix qu'on a faits sur du bio, sur du pas bio, sur du local, sur du pas local, sur de l'emballage, pas d'emballage, etc. Et voilà les décisions qu'on a prises. Donc, vous pouvez communiquer sur l'impact, sur les choix que vous faites, parce que parfois, vous n'avez pas toutes les marges de manœuvre pour avoir quelque chose de 100% satisfaisant, mais vous avez fait vos choix en connaissance de cause, et c'est une étape supplémentaire pour avancer. Donc voilà, et estimer le besoin réel. Donc, c'est encore avec mon parallèle sur la restauration, mais c'est estimer combien on aura de convives. Là, sur un emailing, ça va être combien est-ce qu'on a de destinataires? Est-ce que tous sont concernés? Est-ce qu'on a moyen de segmenter pour s'assurer que finalement, par rapport à notre objectif, on trouve bien notre cible, que ça va les intéresser, qu'on va être assez objectif, on va peut-être limiter le message et pas chercher à être exhaustif. Aujourd'hui, typiquement, je ne vais pas chercher à être exhaustif parce que c'est une mission impossible et que peut-être, avec l'ensemble des webinaires, des rencontres, on a une meilleure notion d'exhaustivité. Je cherchais à juste donner des échantillons de clés pour répondre à vos objectifs. Donc justement, quel est le besoin réel pour moi? Quel est le besoin réel pour mon destinataire lors de mon emailing?
Est-ce que je vais éviter les doublons? Puisque s'il y a doublon, il va le recevoir 2 fois. Il va en consulter un, mais l'autre, soit il va le supprimer, ça va rester dans sa corbeille très longtemps. Voilà, c'est encore un exemple, mais j'espère qu'il sera, voilà, qui vous permet d'y voir un petit peu plus clair, estimer le besoin réel. Et donc, si vous décidez de faire un emailing, de vous faire un site, limiter les poids, les fichiers. Juste si on a un affichage, on n'a pas besoin d'une haute résolution, par exemple pour les images, mais redimensionner, passer par l'étape de redimensionnement. Ça permet d'une part que l'affichage se fasse plus vite, donc il y a moins de temps à attendre. On attend beaucoup moins aujourd'hui qu'on l'attendait il y a encore peut-être 10 ans, mais c'est intéressant. Et voilà, c'est juste pour un affichage, c'est pas pour une impression 4:3, donc le visuel n'a pas besoin d'une si haute résolution. Puis dans le stockage multiplié par le nombre de vos destinataires, ça a toujours un impact intéressant. La taille des fichiers. Et puis, par exemple, si c'est un site internet, vos mises à jour. Ce qui est intéressant avec les mises à jour, c'est non seulement d'ajouter du contenu, mais aussi d'en supprimer. Supprimer du contenu, effectivement, ça libère de l'espace et c'est de la respiration sur le numérique responsable, mais ça permet aussi de rendre plus lisible ce que vous venez d'ajouter. S'il y a moins de contenu, c'est un peu l'objet des pratiques des réseaux sociaux, soit de dérouler tout un fil et on regarde que ce qui est apparu dans l'ordre chronologique ou inversement chronologique. Là, l'objectif, c'est de limiter, et ça se fait de plus en plus sur le web d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que les sites web encyclopédiques, finalement, fonctionnent de moins en moins, et d'afficher juste le strict nécessaire, et à ce moment-là, de développer des liens ou des passerelles vers des contenus déjà existants ou d'autres réseaux, typiquement de la vidéo, typiquement peut-être du podcast. Donc, voilà, c'est ces choses-là qui sont intéressantes. Je regarde juste le temps parce que ça file. Sur le télétravail, j'y reviens parce que voilà, deux messages sur le télétravail. Le premier, c'est qu'il y a des ressources, des outils qui existent et qui sont déjà faits. Donc, vous pouvez piocher dedans. Il y a les ressources en général dans la présentation. Comment télétravailler léger? Donc là, c'est une infographie de l'ADEME que vous voyez à gauche. Donc, il y a globalement tout le discours que je viens de tenir sur les bonnes pratiques individuelles et professionnelles, mais il y a aussi un complément que j'aime bien mettre en vis-à-vis, c'est le télétravail vraiment bon pour l'environnement. Parce qu'il y a globalement, oui, le télétravail est bon pour l'environnement, mais pas que. Typiquement, aujourd'hui, si vous êtes en télétravail, moi je suis en télétravail, mais il y a un aspect vidéo forcément qui vient s'ajouter à ma réduction, qui vient compenser finalement ma réduction des déplacements. Aujourd'hui, je ne vais pas sur le site de l'ADEME à Limoges, mais donc il y a tous ces effets-là. Bon, après, sur des télétravails ou des changements sociétaux de pratique, on a vu qu'avec le télétravail, les gens déménagent plutôt en zone moins urbaine, donc avec des logements plus grands et donc des consommations énergétiques plus grandes, ou en tout cas doublonnées avec des espaces de bureaux vides, etc. Tout ça est aussi en pleine mutation, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, comment télétravailler léger, c'est pas juste, voilà, ça s'implique à la fois dans une société, et puis dans d'autres pratiques, d'autres approches qui sont intéressantes à prendre en compte. Lorsqu'on sensibilise, l'objectif, c'est pas d'être tout noir ou tout blanc, mais c'est justement d'accepter, à mon avis, les nuances de gris, les contraintes de nos collègues, de nos destinataires des messages, pour pouvoir mieux les prendre en compte et apporter, peut-être pas la solution miracle, mais un élément de solution qui implique que, voilà, en termes de retour, on a reçu la contrainte de la personne, on l'a prise en compte, et dit, fais au moins ça, ou vois où toi tu peux agir. Et par petits pas, on y arrivera, ou peut-être par grands pas sur certains aspects, mais c'est pas linéaire, c'est vraiment en tâche d'huile sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est le cas sur l'environnement en général. Mais voilà, compenser, ou en tout cas apporter des compléments, de remettre en contexte, ça me paraît intéressant. Friction numérique, le point de départ. Il y a beaucoup de choses dont je ne parle pas aujourd'hui, c'est-à-dire que comment je travaille avec mon service achat lorsqu'il remplace les imprimantes, lorsqu'il remplace, voilà, comment je travaille avec mon service informatique quand il envisage de changer le logiciel de gestion des mails ou des choses comme ça en fonction des paramétrages. Comment est-ce que je travaille aussi avec le service informatique qui pense déjà peut-être à des hébergements verts, etc. Et qu'est-ce qu'on entend par hébergement vert? Et voilà. Je n'ai pas parlé de labellisation parce que ce soir, je crois, il y a Lucie, l'association qui fait un webinaire spécifique. Est-ce qu'il faut s'engager là-dedans?
moi, je pense que, voilà, pour l'instant, moi, je sensibilise en interne, je vois comment je peux intéresser finalement l'équipe à ces usages-là, qui, c'est peut-être pas tout le monde, mais il y a peut-être des personnes plus ou moins sensibles, qui ont déjà peut-être aussi des informations que moi, je n'ai pas, et c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a l'ADEME qui a soutenu un projet qui s'appelle WeShare. Donc, il y a des guides de questionnement pour le développement de services numériques, c'est le résultat de cette collaboration. Parce qu'il y a un constat, c'est que les décisions de mise en œuvre de solutions numériques, typiquement les logiciels ou de l'achat, de l'abonnement, de la conception, peut-être même tout simplement, s'appuient sur une évaluation large des impacts négatifs et même positifs qu'impliquent sur les personnes et sur l'environnement. Alors, vous le verrez souvent, moi je parle que de l'impact environnemental, puisque l'ADEME n'est pas compétente pour le reste, mais il y a aussi dans le numérique responsable une part sociale et économique, voire sociétale, qui est très intéressante à étudier et à compléter avec mon discours. Alors, il y a une question. Une liste des ressources présentées avec les liens. Oui, quand vous aurez la présentation, vous verrez dans les notes, c'est un fichier PowerPoint, dans les notes, dans les commentaires, il y a une partie de mon discours et puis il y a tous les liens. Voilà, parce que je ne les affiche pas là, ça encombre en fait la diapo pour pas grand-chose, ce n'est pas l'objectif d'une diapo, mais je le mets dans les notes, comme ça quand je vous transmets le fichier, vous avez tout. Et ça vous évite de faire une requête sur le web, ça c'est important aussi. Donc vous cliquez et puis vous avez accès à la ressource dont je vous parle. Donc voilà, le guide de questionnement pour le développement de services numériques, c'est une source que je trouve intéressante et complémentaire, peut-être de ce qui peut apparaître sur d'autres approches. Je crois qu'il faut que je me dépêche. Donc sensibiliser sur les impacts et rester concret. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des témoignages. Donc là, l'avis du pro, en gros, c'était Green It ou Green IT. Idée à retenir, donc plus d'informations à une durée de vie courte, plus il est judicieux de la stocker nativement au format numérique, sans oublier de la détruire. Alors, ça, c'est entre parenthèses, mais finalement, c'est le message le plus important. Sans oublier de la détruire dès que l'on ne s'en sert plus. Donc voilà, durée de vie courte, donc ça, c'est intéressant. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est contradictoire avec une certaine approche des réseaux sociaux, où là, finalement, on a tout le fil qui est stocké en permanence, quasiment toute notre vie, dans notre historique. Ce n'est pas forcément pertinent, là, pour une notion de numérique responsable, et malgré ça, on a tendance à s'en servir. Donc, voilà, ça c'est un petit conflit d'intérêts personnel et professionnel que je suis en train d'étudier, mais c'est un exemple. Inversement, plus une information a une durée de vie longue et est manipulée par de nombreuses personnes, et plus il est judicieux de l'imprimer. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a 13 ans, moi, quand j'ai commencé à l'ADEME, on était dans une dématérialisation intense. Et puis, sur la communication aussi, est-il encore judicieux de l'imprimer? On envoie des trucs à la poubelle. Voilà, on n'a pas une communication responsable, effectivement, si on envoie trop d'éditions à la poubelle. À l'inverse, il y a des lettres de noblesse au papier qui sont de plus en plus rendues sur, effectivement, une durée de vie longue. Quelque chose, typiquement un dictionnaire, qu'on consulte, quelque chose qui est information, la définition d'un mot est très intéressante. Typiquement, un annuaire, beaucoup moins parce que ça change en permanence, très régulièrement, donc les mises à jour sont nécessaires régulièrement. Mais quelque chose qui a une information qui a une durée de vie longue, c'est judicieux de l'imprimer. De l'afficher aussi, j'ai envie de dire. Donc, la sensibilisation passe pour moi par des petites notions d'affichage ou de co-construction. Vous avez peut-être vu des ateliers d'intelligence collective où finalement on écrit beaucoup, on dessine beaucoup, ou en tout cas on fait des affiches sur des paperboards. Je pense qu'il y a une solution là aussi et une combinaison à trouver. La solution n'est pas tout numérique, la solution n'est pas tout print, mais chaque outil a son avantage. Maîtriser les outils, ça c'est aussi sensibiliser en interne. Pour moi, un des premiers écueils, c'est de construire soi-même tous ces outils de communication, tous ces canaux, On parlait de la vie du pro, mais en général, le témoignage d'une ressource extérieure est souvent bien accueilli en interne. Ça montre aussi, vous, votre valeur ajoutée, la valeur ajoutée de votre veille, ce que vous avez fait, comment vous avez construit votre message et comment, voilà, ça affiche votre source, mais aussi ça donne, vous êtes
le facilitateur. En fait, c'est vous qui apportez l'information, mais vous n'êtes pas le créateur de l'information. Du coup, ce témoignage est le bienvenu. Beaucoup de ces témoignages sont déjà disponibles et mis en forme. Bon, je parlais des infographies sur le télétravail aussi, mais il y en a beaucoup. Typiquement, il y a des choses intéressantes ou des questions un petit peu à la marge qui sont intéressantes à poser, qui apportent peut-être un petit regain d'intérêt. Là, par exemple, les visuels que vous voyez, hein, c'est par rapport à une question. Quels sont les sites de presse qui impactent le moins la planète? Intéressant, finalement, de se dire. Bon. Alors là, pas de secret ou pas d'illogisme, en tout cas, ce sont ceux qui parlent le plus de numérique responsable qui sont les plus responsables aussi. Donc, il y a Low-Tech Mag, Low comme L-O-W et Tech, T-E-C-H, dont vous voyez en bas à gauche là, le petit visuel qui est intéressant. Et l'autre qui me paraissait très intéressant aussi, c'est le guide d'éco-conception des services numériques. Alors là, pour le coup, ils sont allés au bout de la cohérence. Leur site est en bicolore, en bichromie, noir et jaune. Ce sont les designers éthiques. Donc voilà, encore une fois, il y aura les liens. Et Reporter, donc Reporter qui est un site presse, lui, pour le coup, mais qui a fait des choses intéressantes. Alors, il y a 2 questions. Ah non, c'est juste... voilà. Alors, mince. Alors, attendez, excusez-moi. Hop. C'est pas ça que je voulais faire. C'était juste fermer la fenêtre qui est juste là. Voilà. Alors, je peux juste remonter un petit peu. Pour aller plus loin, l'incontournable MOOC, si vous n'en avez pas entendu parler, je suis contente de vous apporter l'information parce que c'est 1000 fois mieux que ce que j'aurais pu dire aujourd'hui et c'est sans modestie que je le dis. Vous avez accès au MOOC de l'Institut numérique responsable. C'est 4h30 de contenu d'une grande qualité, vraiment. Vous pouvez prendre les 14 chapitres les uns à la suite des autres dans l'ordre qui vous intéresse. C'est tout à fait possible, c'est gratuit. Et je fais la promo parce que c'est une collaboration avec l'ADEME et que moi j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt, c'est super bien fait. Donc voilà, j'en fais la promo. À mon avis, la prochaine étape, c'est celle-là, ou demain c'est samedi, vous faites comme vous voulez. Mais dès la semaine prochaine, franchement, c'est un super contenu et c'est l'outil qui est très intéressant. Vous pouvez piocher des trucs et puis le promouvoir en interne aussi, notamment votre service informatique, par exemple, si vous faites partie, ou à votre service achat, ou à la direction. Donc voilà, on arrive à la fin. J'ai 2 minutes de retard et du coup, on va pouvoir peut-être prendre 5 minutes de questions si c'est possible. Donc, vous participez aux rencontres du numérique, mais surtout poursuivez. Alors, j'ai bien conscience de ne pas être la seule et de ne pas forcément avoir l'effet levier souhaité, mais c'est un de mes objectifs aussi, c'est de vous encourager, de vous inciter, de vous inspirer pour pouvoir en parler en interne. Ce n'est pas forcément facile parce qu'on a déjà, pour la plupart, je pense, beaucoup de travail. Mais ça permet, voilà, peut-être une cerise sur le gâteau du travail et de nos pratiques, donc intéressant. Donc, je poursuis avec une autre proposition d'outils. Comme je disais, ils sont vraiment pléthoriques sur le web et du coup déjà stockés. Donc, ils sont bien faits, ils sont gratuits, ils sont mis à disposition. Donc, j'encourage. C'est pour ça qu'au départ, je ne voulais pas enregistrer ma présentation, parce que je me disais, il y a déjà tout ce qu'il faut. Donc, ce que j'aurais dit, tant pis, sera parti, mais non. Les organisateurs m'ont demandé de l'enregistrer. Je leur demanderai à partir de quand ce sera supprimé. Quitte à revenir une autre fois. Mais voilà, donc là, c'est une infographie, c'est la capture d'écran d'une infographie. Pareil, le lien est dans les notes. Les vidéos en streaming représentent 80% des données du web. Donc ça, voilà, un petit chiffre coup de poing de temps en temps. Choc, c'est important. Donc finalement, on peut se dire on peut faire beaucoup de choses, mais si on continue, alors ça, c'est la directrice de la com de l'ADEME qui le dit souvent, de regarder des petits chats sur YouTube, finalement, on ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait autrement? On essaye de choisir déjà les vidéos. Est-ce qu'on veut vraiment regarder une vidéo de petits chats en ligne ou est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire qui soit plus ressourçant?
adopter un chat, par exemple. Et donc, c'est un des aspects de l'infographie qui est très bien faite. Nous, à l'ADEME, nous sommes institutionnels. De l'humour, on ne sait pas faire. Ce n'est pas notre ton, ce n'est pas notre discours. Néanmoins, on fait des collaborations avec des gens qui savent le faire comme il faut, en leur donnant les informations clés qu'il est utile de véhiculer. Et c'est eux qui le retravaillent à la fois graphiquement et à la fois éditorialement. Mais on le réutilise, par exemple, en interne pour nos équipes, pour sensibiliser, pour apporter un peu de respiration. C'était un peu mon objectif aujourd'hui, faire quelque chose de léger comme ça peut l'être, face à l'enjeu. Et puis, essayer de motiver plutôt que d'assombrir finalement l'horizon en disant c'est peine perdue tellement c'est colossal comme travail. Donc, c'était un des esprits du moment. Au début de la présentation, je vous demandais si vous étiez plutôt touriste, plutôt déjà engagé, plutôt explorateur ou plutôt prisonnier. Là, pour terminer, voilà. J'ai beaucoup parlé, j'ai parlé très vite, j'ai dit beaucoup de choses où j'ai apporté, enfin j'ai essayé d'apporter à la fois du fond et de la forme. Donc je ne sais pas si vous rendez votre tablier, voire même votre serviette de bain. Je ne sais pas si finalement vous êtes déçu, vous êtes perplexe, vous êtes volontaire. Je vous laisse quelques secondes pour savoir finalement qu'est-ce que ça vous a apporté, quelle information clé vous retenez, quel état d'esprit finalement vous êtes à la fin de à 10h30. Est-ce que vous allez engager d'autres webinaires derrière ça pour les rencontres du numérique? Donc en tout cas, voilà, moi ce que je vous dis c'est merci. Nous étions 18 lorsque nous avons commencé. Sachez que nous sommes aussi 18 pour terminer ce webinaire, donc il n'y a pas eu de perte en ligne. Ça arrive avec voilà, on est au bout d'un tunnel de période sanitaire compliquée où les webinaires se sont multipliés et donc on a vu de la perte en ligne beaucoup. Peut-être qu'on a un petit peu las aussi des webinaires, donc je vous remercie d'avoir suivi. Alors attendez, parce que j'ai... Merci, donc là c'est bon. Et discussion, merci merci à vous. Alors j'avais une autre question, c'est de savoir, attendez, j'arrête le partage. Hop, on m'a demandé si je pouvais faire une capture d'écran des participants. Donc, voilà, je vais... Je vais essayer de voir dans les paramètres si vous avez une petite... bonne journée à vous. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire une petite capture d'écran. Des participants. Et je n'ai pas... Ah, voilà, l'affichage peut-être mosaïque. Hop, galerie, ça c'est bon. Pourquoi il n'y a plus que moi? Je ne sais plus. Parce que c'est un webinaire, je pense. Mais écoutez, je vais arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous pour votre participation. Mes coordonnées sont très faciles à trouver sur le site de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Donc, si vous souhaitez un échange complémentaire, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Merci à vous et puis très bonne journée. Et continuez sur les rencontres du numérique, on se retrouve peut-être à OpenStreetMap.